Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Merci d'être avec nous. C'est votre rendez-vous de l'information sur Africa numéro 1 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Et vous pouvez bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. Le grand débat aujourd'hui, état d'alerte en RD Congo. Selon diverses sources, le bilan provisoire de la répression des marches populaires du 31 décembre dernier en RD Congo s'élève à au moins 10 morts et plusieurs dizaines de blessés. Suite à ces événements, des prélats de la RDC se sont rendus à Brazzaville hier pour rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso afin, disent-ils, que le pire soit évité dans leur pays. Dans le même temps, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a réclamé hier qu'une enquête soit diligentée sur les auteurs des violences du 31 décembre, violences commises par des forces de sécurité congolaises contre des civils. Toutefois, face à la dégradation de la situation politique et sécuritaire et en l'absence de toute solution immédiate, la communauté internationale semble se résoudre à considérer la tenue de prochaines élections comme la seule solution possible à la crise en cours dans le pays. Une hypothèse fragile, selon la plupart, selon plusieurs observateurs. La RD Congo est-elle en train de produire la crise la plus inextricable sur le continent? Réponse dans ce grand débat avec nos invités. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. On trouve également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Kinshasa, à Lubumbashi, à Washington DC, à Édimbourg, à Montréal, à Cotonou, encore à Douala. Et bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. On va en citer quelques-uns. Benito Mazara, Gaston Le Choco Amavi, Caleb Yehou et nous, Reims Ngondo, Sam Prince, Precious Guigui, c'est son nom. Merci d'avoir rejoint la communauté des co-débatteurs du Grand Débat sur facebook.com/le Grand Débat. Et bien sûr, toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le Grand Débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le point dans ce grand débat sur ce que d'aucuns considèrent déjà comme la crise politique et sécuritaire la plus compliquée actuellement en cours sur le continent. Pour faire le point sur cette situation, nous recevons aujourd'hui, ici avec nous en studio, Syndicat Dokolo. Bonsoir. Bonsoir. Syndicat Dokolo, vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout, LCD en sigle, pour l'alternance en 2017. Elle n'a pas eu lieu l'alternance en 2017. C'est vrai, mais c'est pas tellement pour l'alternance en 2017 que pour le principe de l'alternance. Et puis aussi, comme tout mouvement citoyen, notre travail, c'est un travail pour conscientiser les Congolais autour des défis des défenses des principes démocratiques, et ça se limite pas à une situation conjoncturelle qui est la crise de monsieur Kabila, mais c'est dans l'avenir du pays. Un mouvement qui a été créé l'année dernière. Alors, combien d'adhérents avez-vous enregistré à ce jour? On a été très heureusement surpris. On a 1 million d'adhérents. Alors, s'agit pas on a plus d'1 million. Il s'agit pas de likes sur les réseaux sociaux. Il s'agit vraiment d'adhérents qui nous ont donné leur nom, leur adresse, leur contact, ce qui, dans le climat actuel de terreur organisée par les services de sécurité, est assez époustouflant. Et puis on se rend compte également que ce soit au niveau de la diaspora, mais aussi sur toute l'étendue du territoire congolais, il y a un vrai questionnement autour de quels sont les moyens de remettre le Congo sur les rails et puis de sortir du cauchemar dans lequel le Congo s'est actuellement malheureusement écroulé. Mouvement citoyen Les Congolais Debout. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h, Syndicat Dokolo. Alexandre Kiyedi est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir. Alexandre Kiyedi, vous êtes le représentant en France de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Et j'espère que la fin de l'année, elle n'a pas été facile pour l'UDPS non plus. Oui, mais sachez-le bien que l'UDPS n'a pas baissé les bras. Ils nous prendront pas les mains liées au dos. Donc, on dirait tout à l'heure que l'agenda de l'UDPS face à cette situation, parce que pour l'instant, sur les mouvements citoyens qui sont, je dirais, au front quand même, sont eux qui sont aux avant-postes dans la contestation, on dirait comment l'agenda de l'opposition s'adapte à cette nouvelle donne, à ce qui s'est produit le 31 décembre dernier. Avec nous au téléphone, notre confrère Christophe Rigaud, que nous accueillons à présent. Christophe Rigaud, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes journaliste, Christophe, directeur du site d'information africarabia.com. Et avec nos téléphones depuis Kinshasa, Dieudonné Mwenze, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dieudonné Mwenze, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle en RD Congo. Alors,
On va donc revenir, on va pointer les projecteurs sur l'actualité. Des prélats de la RDC se sont rendus à Brazzaville hier pour rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso pour évoquer notamment la marche du 31 décembre dernier à Kinshasa. Et à cette occasion, le porte-parole de cette délégation, l'abbé Donatien Cholet, a indiqué à propos de la marche du 31 décembre que, je cite, si l'on n'y fait pas trop attention, si on prend à la légère la situation, on risque de vivre le pire. Fin de citation. Syndicat de Colo, que peuvent attendre les prélats congolais de ce recours au président Denis Sassou Nguesso? Mais je pense que ce qui est très positif, c'est que les prélats, les mouvements citoyens, il y a toute une frange très importante de l'opinion et de la population congolaise qui aujourd'hui sont vraiment en train de se prendre en main et qui ont décidé de mettre un terme au chaos qui est organisé par la majorité, par la non-organisation des élections qui devaient avoir lieu il y a déjà 1 an et qui n'auront probablement pas lieu dans 1 an, qui est la date qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là très positif, parce qu'il s'agit pas juste d'une initiative vis-à-vis du président de Congo-Brazzaville, mais il s'agit d'une manière générale, d'une espèce de mise en action de mécanismes qui ne sont pas politiques, qui sont de la société civile, c'est-à-dire qui ne visent pas à conquérir le pouvoir. Et ça, c'est une nouvelle donne au Congo, tant on sait que la crise congolaise est certainement due en grande partie à de vrais problèmes de qualité de notre classe politique et notamment de manque de capacité, de responsabilité et de compromis de la part de nos dirigeants. Vous dites ça d'ailleurs parce que il faut dire que votre mouvement n'a pas été créé pour la conquête du pouvoir. C'est un mouvement, si je puis dire, pour mettre en mouvement la société civile essentiellement. Ben moi je pense comme beaucoup de Congolais debout que je ne suis candidat à rien évidemment, mais surtout je pense qu'en tant que Congolais debout, et c'est le point qui est commun à tous les Congolais debout, c'est que nous pensons qu'effectivement aujourd'hui le grand problème de la RDC c'est le fait que notre président de la République a un peu pris les institutions et la République en otage en violant en ne respectant pas son serment constitutionnel et en organisant pas de manière délibérée, c'est dorénavant clair pour tout le monde, les élections à temps. Et donc nous pensons que c'est un problème, c'est un vrai problème, mais qu'il est important que aujourd'hui la société congolaise se pose d'autres questions. Quel est notre système politique? Quelle est notre relation, nous, à l'État, au patriotisme? Et toutes ces questions-là, fondamentalement, devraient nous permettre de forger un Congo demain beaucoup plus fort et beaucoup plus stable, beaucoup plus solide. Merci. Alessandre Kiedi, commentaire à propos de cette visite des prélats congolais au président de l'autre côté du fleuve Congo, au président de Denis Sassou Nguesso. Il faut dire qu'il a été consulté en tant que chargé du suivi du mécanisme paix et sécurité en RD Congo et dans la région des Grands Lacs. C'est sa mission actuellement qui lui est dévolue par les pays de la sous-région. Oui, mais avant de vous répondre là-dessus, je commencerai d'abord par souhaiter à tous les Congolais mes vœux le meilleur pour cette année 2018 qui commence. Et je vais par la suite féliciter les évêques congolais d'avoir été à la hauteur de ce qu'ils ont fait les 31. Ils ont montré qu'ils sont vraiment, avant d'être prélats, qu'ils sont d'abord les Congolais. Puis c'est ça qui compte. Il faut d'abord être Congolais avant d'être quelque chose quelque part. Ils sont Congolais, ils sont sortis en grand nombre. Je félicite tous les Congolais. Oui. Je les remercie beaucoup d'avoir été dehors pour crier fort, haut et fort, qui veulent que leur pays soit libéré, qui veulent que le Congo soit un pays libre, un pays solidaire, un pays égalitaire. Ils ne veulent pas de ce système-là de Kabila qui consiste à verrouiller les pouvoirs, à bloquer tout le monde, à freiner les initiatives, à ne permettre aux Congolais que d'être à genoux devant lui. Voilà. Au-delà de cela, voilà. Quel est votre commentaire sur cette visite à Brazzaville des prélats? Je ne peux pas dire que c'est quelque chose de mauvais. Ils sont en train de chercher une solution. Nous sommes tous en train de chercher une solution pour sortir. Quelle solution peut apporter Denis Sassou Nguesso aujourd'hui à la situation congolaise? Voilà, vous avez vous-même dit qu'il a été porté au niveau de l'unité africaine. On lui a donné une attribution politique. Si lui peut apporter quelque chose de bien pour que le Congo puisse être libéré, nous avons les bras grandement ouverts. Oui. Nous l'accueillons. C'est pourquoi je continue à soutenir les évêques qui cherchent une solution pour le Congo. Puisque le Congo, vous savez, notre situation, nous sommes malheureux. Nous sommes un peuple abandonné. Personne ne parle de nous.
Je suis même étonné, heureusement que vous êtes là pour nous inviter. Vous ne pouvez pas dire que personne ne parle de vous. Si. On ne parle que de la crise congolaise depuis plusieurs mois. Mais justement. Oui, c'est quand même une crise majeure quand même sur le continent africain. C'est pourquoi j'ai dit, je vous remercie beaucoup d'avoir ouvert cette page-là pour nous permettre de pouvoir parler. Oh, il y a d'autres qui l'ouvrent aussi, on n'est pas les seuls. Il y a le 4 janvier, là, 2018, nous étions tous réunis à l'Arc de Triomphe pour déposer un gemme de fleurs en souvenir des Congolais morts depuis que le Congo est Congo. J'ai vu au travers du boulevard, du boulevard qui constitue, les 4 grands boulevards qui constituent un peu l'Arc de Triomphe, énormément de CRS. Voilà. Et je me suis posé la question, j'ai parlé au commissaire de CRS, j'ai dit, mais comment, rien que pour ça, vous déployez autant de véhicules, autant d'agents? Mais quand on regarde dans le média français, aucun mot. On a vu en Iran, tout le monde en parle. Oui. Et aujourd'hui encore, on a vu dans tout petit pays, ou bien dans des grands pays, les gens disent quand même un mot pour la situation qui se passe chez eux. Mais chez nous, rien du tout. Comme si nous n'existons pas. Oui. C'est pourquoi je remercie aussi RFI, surtout vous, de nous avoir invités pour parler de vous êtes Africa numéro 1. Africa numéro 1 plutôt. Oui. Attendez. Je remercie RFI pourquoi? Parce que RFI aussi en a parlé. Oui, mais très bien. Et aujourd'hui, vous ouvrez une page. On le fait régulièrement, vous le savez bien, Alexandre Kiyedi. Je sais, parce que je suis venu ici. Oui, bien sûr. Mais je dois le dire, que moi je veux aussi que les autres aussi médias puissent emboîter les pas, parler aussi de notre situation, afin que les peuples du monde sachent ce que nous vivons. Cela dit quand même, la situation congolaise est abondamment débattue au siège de l'ONU à New York, régulièrement à Bruxelles, évidemment. Pas souvent dans les bons sens. Dans le cadre pas souvent dans les bons sens. La politique étrangère de l'Union européenne, pas toujours dans le bon sens. Mais enfin, c'est quand même une situation qui est au cœur de l'actualité. Christophe Rigaud, vous êtes avec nous. Alors, encore un mot sur les initiatives de l'épiscopat congolais. Alors, on note quand même un engagement de plus en plus ferme de l'Église catholique dans cette crise. On a entendu la semaine dernière l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, dénoncer la barbarie des autorités congolaises. Et l'archevêque a prononcé cette phrase, d'ailleurs abondamment reprise sur les réseaux sociaux, que les médiocres dégagent. Est-ce que l'Église catholique est en train de devenir un mouvement d'opposition en RD Congo, clairement affiché, Christophe Rigaud? Comme toujours, au Congo, lorsqu'il y a une crise politique, bien, on appelle à la rescousse l'Église catholique, parce que c'est vrai qu'historiquement, elle a toujours joué un rôle, que ce soit sous Mobutu ou aujourd'hui avec Joseph Kabila. Mais effectivement, on assiste en fait à un retour de l'Église catholique sur le devant de la scène, parce qu'en fait, l'opposition politique a perdu la main sur la contestation populaire. Ça fait 1 an qu'elle tente d'organiser des manifestations qui certes sont toutes interdites et réprimées, mais toutes ces mobilisations se sont soldées par des mobilisations ratées. Et en fait, là, c'est la première fois depuis 1 an que cette mobilisation organisée par le comité laïque de coordination qui est soutenu par l'Église catholique a tout de même réussi, malgré la répression, à faire en sorte que les Congolais osent sortir dans la rue, au moins dans les églises, pour protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Donc c'est vrai que on assiste actuellement l'Église catholique est devenue l'opposante numéro 1 au régime Kabila, et ça on peut l'expliquer, je dirais, par peut-être la mort d'Étienne Tshisekedi en février 2017. Et je dirais que depuis cette date, l'opposition peine à mobiliser, et puis surtout à rester crédible, parce qu'elle s'est beaucoup fragmentée. Il y a des opposants qui ont été débauchés pour rejoindre le gouvernement. Il y a aussi Félix Tshisekedi qui n'arrive pas vraiment à imposer son leadership. Un autre opposant, Moïse Katumbi, qui est en exil en Europe. Donc c'est vrai que les Congolais étaient un petit peu déboussolés dans un pays où en fait l'État est absent partout. Et en fait, la seule institution qui
qui apparaît un petit peu comme structuré dans le pays, c'est l'Église catholique qui est présente dans quasiment chacun des villages et qui est vraisemblablement la seule institution à avoir la capacité de mobilisation. Elle vient de le prouver le 31 décembre. 31 décembre dernier. Christophe Rigord est avec nous. On va rejoindre Kinshasa. Dieudonné Mwenze, communicateur de la majorité présidentielle. Dieudonné Mwenze, est-ce que vous avez, est-ce que le pouvoir que vous représentez a pleinement conscience que le 31 décembre dernier, il a franchi une nouvelle fois une ligne rouge, comme l'indiquent des observateurs aujourd'hui à travers le monde? Merci, M. Francis, pour l'invitation d'abord. Je voudrais souhaiter bonne année à tous les auditeurs de Radio Africa numéro 1. Oui. Aussi saluer tous les compatriotes et co-débatteurs, syndicats, Alexandre et Christophe. Bon, j'ai entendu un tas de choses avant de vouloir revenir sur votre réflexion. C'est qu'aujourd'hui, affirmer que le processus électoral est bloqué, je crois que c'est une contre-vérité. Il faut dire la vérité à l'opinion, c'est qu'aujourd'hui où nous parlons, le processus électoral est déjà débloqué et qu'aujourd'hui, nous avons même un calendrier électoral. Nous avons le chemin déjà balisé vers les élections cette année 2018. Le 23 décembre 2018 vers le 23. Oui, décembre 2018, c'est ce que j'ai dit, cette année, en décembre 2018, le 23. Donc, le processus, pratiquement, il est débloqué. D'accord. Et je peux vous assurer que même l'Église catholique qui a reconnu le calendrier électoral qui a été publié par la CENI, la communauté internationale a soutenu ce calendrier, toutes les forces vives de la nation ont soutenu ce calendrier. Et tout le monde attend les élections. Donc vous nous affirmez aujourd'hui donc que les élections auront bien lieu en décembre 2018 et que Joseph Kabila ne sera pas candidat à sa propre succession. Ce qui est vrai, c'est que nous n'allons pas redire ce que nous disons tous les jours. Je crois que c'est la crainte de certains... C'était juste la déclaration qu'attendaient les manifestants le 31 décembre dernier pour rentrer chez eux. Oui, ce qui est vrai, c'est ce que je vous disais, c'est que le chef de l'État a déjà promis plusieurs fois qu'il va être respectueux de la Constitution et des lois. Mais ça, c'est une phrase un peu générique, mais la question qui est très claire d'ailleurs. Vous le savez très bien, Dieudonné Mwenze. On a la crainte de voir Kabila revenir. Oui, enfin, si les Américains, si les États-Unis se sont sentis obligés encore hier de rappeler à Joseph Kabila qui devrait démissionner, se retirer de commande de l'État à l'issue du processus électoral, c'est bien parce que la question se pose encore aujourd'hui. Est-ce que vous, Dieudonné Mwenze, vous nous dites aujourd'hui très clairement, parce que évidemment on pourra repasser la bande dans quelques mois, que les élections auront bien lieu en décembre 2018, que Joseph Kabila sera spectateur simplement de ces élections? Donnez-moi un peu de temps, puisque cette fois-là, quand vous posez plusieurs questions, je ne sais pas éclairer l'opinion. Pour préciser votre pensée, tout simplement. Parce que vous dites des choses intéressantes, donc on veut bien... Allez-y. Allez-y, Dieudonné. C'est pour éclairer l'opinion, c'est que les élections sont attendues cette année et il n'y a pas jusque-là de problème qui se pose pour que les élections n'aient pas lieu. Mais la des uns des autres, c'est ce que nous disons. Puisque aujourd'hui, les gens crient que le processus est bloqué, alors il n'est pas bloqué, mais si nous posons en tant qu'acteurs politiques des actes tous les jours compromettre l'organisation de ces élections en décembre 2018, il faut avouer que ça ne sera pas la faute de l'autorité présidentielle ni de Joseph Kabila. Donc nous devons avoir tous un comportement responsable, civil comme acteurs politiques, et là j'interpelle l'Église catholique qui aujourd'hui fait une démarche de pouvoir rencontrer M. Sassou Nguesso en qualité de ses chars qui sont reconnus dans la région de Grand Lac, mais au même moment, il ne faudra pas que l'Église catholique puisse déstabiliser les institutions de la République, parce que ça sera une démarche contraire au processus électoral, à la volonté de ramener la paix dans le pays. Vous suspectez l'Église catholique de vouloir déstabiliser les institutions? Oui, c'est ce que nous disons, puisque moi je rappelle toujours l'article de la Constitution qui reconnaît que l'État congolais est un État laïque, donc la laïcité doit être reconnue par tout le monde. En temps de crise, on a fait régulièrement appel à l'Église catholique, c'était le cas encore pour l'accord de 2016. Oui, je crois que l'histoire de la FENCO est connue, puisque la FENCO n'est pas venue dans l'affaire politique pour rien. La FENCO a été approchée par le chef de l'État en 2015 pour valider les chemins
de l'avenir des élections et améliorer la gouvernance électorale. Lorsque la CENCO arrive au dialogue de l'Union africaine, on a senti les ambitions de la CENCO et on a vu l'appartenance de la CENCO. Mais le chef de l'État qui est allé au-delà a confié la mission à la CENCO, la première mission et même la seconde, pour que l'on puisse avoir l'inclusivité possible et permettre à ce que les Congolais envisagent la possibilité de co-gérer de manière générale la période allant du 19 décembre 2016 plutôt, jusqu'au jour où il y aura élection dans ce pays. Mais curieusement, nous constatons que les mêmes facilitateurs d'hier commencent à faire tomber des masques et à se montrer partisans. C'est curieux, c'est pour cela que nous pensons que les démarches qui sont menées aujourd'hui, peut-être pas par la CENCO directement, qui changent de casquette pour devenir un comité laïque de coordination, mais c'est toujours à l'Église catholique, immédiatement après la marche du 31 décembre, c'est le CLC, c'est-à-dire le comité de laïque de coordination. Que l'on entend. L'archevêque, le cardinal, que l'on entend reprocher l'attitude de celui excusez-moi de vous interrompre, mais c'est le chronomètre qui me l'impose. On va marquer une pause pour la publicité. On revient juste après, vous allez pouvoir reprendre votre propos parce que vous dites quand même des choses extrêmement importantes à propos de l'Église catholique congolaise. Vous allez pouvoir développer votre propos juste après la pub. Restez avec nous. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. État d'alerte en RD Congo, le point de la situation en RD Congo avec nos invités, Syndicat Dokolo, fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Alexandre Kiyedi est avec nous, représentant en France de l'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Christophe Rigaud, notre confrère, directeur du site d'information africarabia.com. Et au téléphone avec nous, depuis Kinshasa, Dieudonné Mwenze, communicateur de la majorité présidentielle en RD Congo. Dieudonné Mwenze, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout de votre propos, s'il vous plaît, parce que là, vous avez quand même émis des accusations ou des insinuations plutôt graves à l'encontre de l'Église catholique que vous suspectez donc de partialité, de prise de position et d'opposition au pouvoir. C'est ce qu'on entend très, très clairement. Oui, Monsieur Francis, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face et il n'y a pas mille mots pour dire ce que je voudrais dire. Je le dis et j'assume, c'est-à-dire l'historique de la CENCO est clair et de l'Église catholique. C'est que lorsque le dialogue de la cité de l'Union africaine n'a pas marqué son inclusivité, selon eux, ils ont prétendu que le rassemblement de l'unité devait être associé à la négociation et nous avions accepté. Le chef de l'État a recouru à leur médiation et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait la facilitation pendant le mois de décembre 2016. Sans problème, nous étions d'accord, nous croyons en leur impartialité et nous avons conclu cet accord du 31 décembre 2016. Mais curieusement, ce qui nous surprend, c'est de voir ces facilitateurs, ce médiateur qui en principe doit manifester le caractère de la neutralité, vouloir prendre des positions pratiquement pour donner du tonus à l'opposition aujourd'hui, puisque comme vous le savez, depuis un temps, l'opposition a manifesté ses limites, l'opposition a montré ses limites, et l'opposition est aujourd'hui affaiblie, incapable par des dissensions internes, incapable de pouvoir mobiliser le peuple chinois et même le peuple congolais en général. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui donne des béquilles à cette opposition pour pouvoir déstabiliser les... C'est l'Église selon vous, C'est ce comité de coordination, ce comité laïque de coordination animé par les prêtres. On va faire tourner, on va écouter les autres invités du Dieudonné Mwenze. Ils ont appelé les chrétiens pour pouvoir les amener dans la rue et faire tuer les innocents musulmans. Ça fait 7 minutes que vous parlez de Dieudonné Mwenze. Cela devient un monologue. On a bien compris la substance de votre propos. Il faut quand même préciser que voilà, avant d'être des prélats, ce sont avant tout des citoyens. Et voilà, et que vous évoquez fortement cet accord du 31 décembre 2016, accord qui n'a quand même pas été respecté par le pouvoir, qui était systématiquement contourné quand même depuis un an. Votre commentaire, Syndicat Dokolo, quand vous entendez évidemment ces accusations portées contre l'Église catholique aujourd'hui? Ben c'est tout à fait choquant, c'est révoltant en tant que Congolais, membre de la société civile. Vous savez, on vit dans un pays, au Congo aussi, il faut faire l'histoire et voir un peu qui a quel bilan à défendre. Il faut bien se rendre compte qu'on vit dans un pays là où les mouvements citoyens et notamment l'Église catholique tient la société congolaise à bout de bras. On a un État qui est complètement défaillant. Si on fait le bilan de Monsieur Kabila, je vous parle pas même pas de la période de guerre, je vous parle de ces 2 derniers mandats en tant que président de la République. Il faut quand même relever que le Congo, la RDC, qui est un pays qui maintenant doit avoir 100 millions peut-être de citoyens presque,
puisqu'on n'a pas fait de recensement ces 30 dernières années, a un budget national de 4 milliards de dollars. C'est à peine le double du budget du Rwanda. C'est 1/10 du budget de la Côte d'Ivoire et du budget de l'Angola. On a 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Vous imaginez ce que ça veut dire pour la RDC demain. Et par rapport à ça, on a des gens qui viennent nous dire aujourd'hui à la présidence qu'on est en train de faire un jeu. Je reprends les propos de ce que tout le monde a entendu au Congo. Je ne sais pas si les auditeurs en Europe l'ont entendu. Il y a eu des enregistrements qui ont filtré il y a quelques semaines d'une réunion du PPRD, qui est donc le parti de Monsieur Kabila, qui est tout en haut de la majorité présidentielle, dans lequel le secrétaire général du parti, qui se trouve être en plus le président de l'Assemblée nationale, a dit clairement que il fallait changer la loi électorale parce que le gâteau était en train de devenir trop petit par rapport au nombre de gens avec lesquels il fallait le partager. Il faut le dire, c'est des mots qui ont été employés. On a même fait référence à encadrer, entre guillemets, les députés, c'est-à-dire les corrompre fondamentalement, et on a fait également référence aux fameuses machines à voter épatantes, et c'est-à-dire que effectivement, on sous-entend que la commission électorale indépendante n'est pas indépendante et que ces machines devraient être apparemment au centre de l'arsenal stratégique politique pour assurer que la majorité présidentielle arrive à l'emporter lors des prochaines élections. C'est d'une gravité extrême et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons être assez humbles pour accepter que personne ici ne peut donner des leçons. Certainement pas à la majorité présidentielle qui a manqué à tous ses engagements, à toutes ses responsabilités. Et moi, je pense personnellement que le vrai problème, c'est pas seulement est-ce qu'on est engagé, comme Monsieur Mwenze le disait tout à l'heure, vers les élections. Tout le monde dit cap sur les élections. J'ai 2 commentaires à faire. Le premier, c'est d'abord que si on va aux élections, c'est important que ces élections soient libres et transparentes. Je constate que contrairement à ce qui était prévu dans les accords de la Saint-Sylvestre, qui devait donner une année supplémentaire pour organiser les élections, il n'y a pas eu de libéralisation. Les politiciens, M. Franck Diongo est en prison. Un certain nombre de politiciens sont en prison dans des procès complètement rocambolesque et grotesque. Monsieur Katumbi, dont on parle beaucoup, est empêché de rentrer chez lui. Il a été empoisonné. On connaît les intimidations dont son dossier a été entaché. Et ça, c'est déjà un premier problème très grave. Le second problème qui est très grave, c'est que nous, en tout cas au niveau des Congolais debout et d'une grande partie de la société civile, nous sommes signataires d'un document, d'une charte, d'un manifeste des citoyens congolais, dans lequel nous déclenchons l'article 64 alinéa 1 de notre Constitution, partant de la conclusion qu'effectivement Monsieur Kabila, comme c'est décrit dans la Constitution, est en train d'essayer de se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution et par la force. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'effectivement, on ne reconnaît plus à Monsieur Kabila les qualités d'organiser des élections qui sont les élections que tout le peuple congolais attend, c'est-à-dire des élections qui seraient capables de ramener dans le pays la légitimité de nos institutions, la légalité, et qui donc pourrait être le terreau d'une stabilisation et d'un développement pour notre pays dont on a tellement besoin. On est un pays qui est en train de s'écrouler, et moi je pense que ça, c'est aujourd'hui le grand défi et la grande question qui se pose à toute la société congolaise, c'est est-ce qu'on va continuer à écouter ces fariboles de gens qui n'ont manifestement à cœur que leur maintien au pouvoir. Et ça, c'est vraiment un cas de conscience pour tous les Congolais. Alexandre qui a dit, quels sont les enseignements que les partis de l'opposition ont tirés des événements du 31 décembre dernier? C'est la déception totale. Pourquoi la déception? Là, c'est votre sentiment. Je vous parle des enseignements que vous avez tirés de ces événements. Si, que nous devions continuer à nous battre jusqu'au bout. Car notre élite est légitime, hein, que tout le monde le reconnaît, même au niveau international, tout le monde le reconnaît. Nous luttons pour le bien-être de ces pays-là. Voilà. Moi, je vais quand même répondre à M. Mwenze. Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Hein, parce que je n'entends pas les enseignements que vous avez tirés de ces événements. Parce que Dieudonné Mwenze disait il y a quelques instants que finalement, l'opposition traditionnelle s'est totalement affaissée en RD Congo. Il semble s'en réjouir d'ailleurs. On peut le comprendre. Oui. L'opposition n'a pas flanchi. L'opposition n'a pas échoué. Oui. Puisqu'il c'était pas un concours. Oui. Où quelqu'un peut échouer. La capacité de mobilisation de l'opposition n'a pas baissé. L'opposition a toujours mobilisé. Et lorsque nous mobilisons, les gens sortent. Pourquoi ils mettent si l'opposition était incapable de faire, pourquoi ils mettent autant de policiers? Quel est l'agenda de l'opposition au lendemain de ces événements du 31 décembre? Nous maintenons le cap sur les élections. Oui. Mais nous posons une condition. Puisque Kabila n'a pas le droit d'être là. Il est déjà
comment dirais-je, illégal. Il occupe. Et quelles conditions vous posez? Nous disons que lui doit dégager. C'est-à-dire concrètement, partir, démissionner, partir. Nous devons. Maintenant, même demain, même aujourd'hui, dans une heure, si démissionne, je serai content. Nous voulons faire des élections, organiser des élections sans Kabila. Nous voulons quelqu'un de citoyen congolais de la société civile pour gérer cet espace de transition afin d'organiser les vraies élections démocratiques, des vraies élections crédibles et les vraies élections respectables, afin d'avoir un président choisi par les Congolais. Voilà ce que nous voulons. Nous ne demandons pas autre chose. Moi, M. Moïse Kabila, quand il parle de l'opposition qui va dans tous les sens, donner moins dans tous les sens, moi je regrette, je ne sais pas d'où il sort, mais vraiment, depuis que les choses ont commencé en 2015, pour pouvoir avoir des élections crédibles et des élections fiables, nous avons tout donné. Jusqu'à aller dans comment dirais-je, une conciliabule avec tout le monde. Nous avons signé un contrat avec tout le monde. C'est ce qu'on appelle les accords du 31 décembre. Ces accords stipulaient que Kabila devait rester un an pour organiser les élections ensemble avec nous. Nous sommes allés jusqu'à l'inacceptable, puisque même moi, j'étais choqué. Je ne voulais même pas qu'il reste une seconde au pouvoir après les 31. Nous avons accepté tout ça. Mais Kabila, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il change les règles de jeu. À chaque fois, nous sommes en train de nous construire. Lui, il vient, il détruit, il enlève des briques partout. Nous mettons des briques pour construire les murs. À chaque fois, il enlève il essaie de torpiller. On est bien loin de l'accord du 31 décembre 2016 désormais. Il a torpillé le processus lui-même afin qu'il n'y ait plus rien devant nous. Regardez maintenant les Congos. Les Congos, ce n'est même pas un pays. Maintenant, les Congolais sont gouvernés par des gens qui sont illégaux, illégitimes. Et tout le monde peut dire ce qu'il veut. Oui. À tel point que M. Mouenzela nous disait parler par exemple des manifestants. Nous sortons les manifestants tenant compte de la loi électorale et plutôt de la Constitution. Mais qu'est-ce qu'ils font en face? Ils sortent les policiers pour faire mal aux Congolais. C'est ça. Voilà. Ils nous taillent, ils nous blessent jusqu'à la moelle épinière. Alors nous disons, nous n'accepterons plus cette condition-là. Nous allons tirer maintenant les leçons par rapport à ça. Oui. Et vous verrez vous-même comment les choses vont avancer. Ah ben, je ne dirai pas un mot là-dessus. Ah ben, écoutez, on aimerait bien que vous nous disiez, quelques mots parce que ça fait 3 ans qu'on parle de cette crise bientôt. Et c'est vrai qu'à chaque fois, l'opposition, évidemment, nous indique... Nous organiser autrement. Voilà. Monsieur Moïse, nous allons nous organiser autrement. Il y a plusieurs plans des plans B, des plans C, des plans cachés de l'opposition depuis 2 ans, mais on a du mal, évidemment, à lire l'agenda de l'opposition. D'autant qu'une partie de l'opposition aujourd'hui, effectivement, a rejoint le camp présidentiel dans des conditions obscures et parfois... Je me pose la question, quel est ce parti-là? Parce que nous avons le rassemblement qui regroupe tous les citoyens congolais, tous les partis politiques congolais qui veulent bien faire partie du rassemblement. Oui. C'est une plateforme, le rassemblement, qui regroupe un certain nombre de partis autour. On a quand même le sentiment que les mouvements citoyens sont plus déterminés, je dirais, à engager un bras de fer avec le pouvoir congolais. Il ne faut pas dire non, je suis là à débattre avec, même pas débattre, à débattre avec vous dans ce débat avec mon frère qui est à côté. Il est congolais. Tant qu'ils veulent combattre lutter pour que le Congo soit un pays libre, moi j'ouvre la main, les bras. Je l'accepte. Voilà. Mon rôle, évidemment, c'est de vous faire parler, évidemment, et de comprendre un peu mieux, évidemment, votre détermination. Ensemble, nous triompherons. Alexandre qui est dit de l'UDPS. Rapidement, Christophe Rigaud, vous le savez, les Nations Unies et les partenaires de la RD Congo, les États-Unis en tête, exigent désormais la tenue d'élections et aussi le départ de Joseph Kabila à l'issue du processus électoral. Est-ce que la communauté internationale, finalement, mise essentiellement désormais sur ces élections comme unique moyen de règlement de la crise, à défaut d'autres moyens? Est-ce que est-ce que tous les outils de médiation, de résolution de la crise ont été épuisés par les différents médiateurs qui sont intervenus depuis quelques mois dans cette crise? Disons que la communauté internationale reste quand même assez timide, même s'il y a eu des sanctions ciblées sur des proches du président Kabila, mais ça reste encore timide, mais surtout, moi, je trouve qu'elle a une position assez ambiguë parce que, certes, elle condamne la répression, elle s'inquiète que les élections ne puissent pas avoir lieu cette année, mais d'un autre côté, elle a validé le nouveau report des élections.
faisant fi de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui n'a pas été respecté par le pouvoir. Donc c'est vrai que voilà la communauté internationale, en tous les cas, son bilan reste très maigre, et ni les sanctions ciblées, et ni pour le moment la mobilisation de l'opposition et la mobilisation populaire n'a réussi à faire bouger d'un iota Monsieur Kabila. C'est ça, qui continue évidemment à imposer son agenda au centre de cette crise. Restez avec nous, Christophe Rigaud, on marque une pause à nouveau, et on revient juste après la pub pour la troisième et dernière partie de ce débat. Ne partez pas, à tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. État d'alerte en RD Congo, nos invités pour comprendre la situation compliquée situation politique, situation de crise en RD Congo. Nos invités, syndicat Dokolo, Alexandre Kiedi, Christophe Rigaud, Dieudonné Moïse. Je dois quand même signaler que pendant que nous parlons de cette crise politique, le pays la RD Congo est en deuil, troisième jour de deuil national en RDC. 48 personnes ont péri dans les inondations qui ont frappé Kinshasa il y a quelques jours. Et voilà aussi, ce sont comme ça on a l'impression qu'on assiste à une accumulation de périls finalement dans ce pays, la RD Congo, syndicat Dokolo. C'est un effondrement structurel par absence totale de gestion et de capacité de nos gouvernants. Vous savez, on a une population, il faut bien s'en rendre compte, en 2050, on sera pratiquement 200 millions au Congo, dont la moitié seront des populations urbaines. Il n'y a aucun plan d'urbanisation qui a été développé, qui a été appliqué, qui a été mis en œuvre, parce qu'on considère malheureusement dans le système congolais que la carrière politique, c'est avant tout une question d'opportunisme. Vous avez trois options quand vous êtes jeune et que vous êtes ambitieux. Vous avez footballeur, chanteur et politicien. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui au Congo d'une refonte totale de la classe politique, d'une différente approche de la responsabilité des dirigeants et des élites politiques. Ça veut dire effectivement ne plus se concentrer sur les individus, les origines tribo-ethniques, etc., mais vraiment arriver à se remettre en cause et avoir une nouvelle proposition, une nouvelle offre politique. Et c'est pour ça que nous, fondamentalement, on ne croit pas dans ces élections de Monsieur Kabila, parce qu'on sait qu'elles vont... D'ailleurs, Sénégal Tokolo, il y a un peu plus d'un an, vous avez déclaré dans une interview que, je vous cite, avec Joseph Kabila à la tête du pays, je ne crois pas que de telles élections soient envisageables. L'idée même va à l'encontre de toute sa stratégie de survie politique, l'usage qu'il fait de son contrôle sur la commission électorale, sur la Cour constitutionnelle, et son refus d'accepter un réel contre-pouvoir prouve à suffisance que la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est une citation. Vous pourrez dire les mêmes mots aujourd'hui. Absolument, mais vous savez, la MP et l'équipe présidentielle, il ne manque pas d'habileté. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous vous rendez compte, ça va choquer certainement les auditeurs qui ne sont pas congolais, mais aujourd'hui, M. Kabila est au pouvoir en vertu d'une décision de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'on a une disposition constitutionnelle chez nous qui est un peu la même qu'aux États-Unis. On dit que le président reste en fonction jusqu'à son remplacement par le président élu. Et dans l'interprétation qui a été faite au Congo, ça veut dire que Kabila reste au pouvoir ad vitam aeternam. Il suffit qu'il n'y ait pas d'élection pour qu'il soit légitimement à la tête du pays durant une durée absolument indéterminée. Alors c'est exactement ce genre de manœuvres qui me font penser, et alors ça n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup, tous les Congolais sont au courant, c'est ces manœuvres qui me font penser qu'il n'y aura jamais d'élection. Quand on dit élection, ça veut dire des élections qui réellement seront crédibles et amèneront le pays vers l'avant, parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux scénarios aujourd'hui sur la table de M. Kabila. Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste 7 minutes d'émission. C'est enterrer le calendrier avec encore des événements malheureux comme le Kassai, etc., qui ont été instrumentalisés à souhait, et dire que les élections n'étaient pas possibles, et essayer de arriver à cette fameuse réforme constitutionnelle qui lui permettrait de se représenter. Raison pour laquelle M. Mwenze était bien incapable, comme aucun des communicateurs de la majorité présidentielle, de dire non, il ne sera pas candidat. Il dit seulement il va respecter la Constitution, parce qu'évidemment on espère pouvoir la changer. Et la deuxième possibilité, c'est effectivement un scénario à la Poutine, c'est-à-dire Kabila installe au pouvoir peut-être quelqu'un comme M. Gizenga qui est déjà à un âge très avancé, il installe à la présidence, lui s'installe à la primature tranquillement et contrôle tout le pays, et on continue comme en 40. Et ça, au niveau des Congolais debout, nous voulons éveiller les consciences sur le fait que une fois que vous êtes parjure, alors que vous étiez le premier des Congolais et le responsable de défendre notre Constitution, vous n'êtes plus en mesure d'organiser quelque remise en place de la légitimité dans ce pays. On va écouter Dieudonné Moïse. Il nous reste très peu de temps. On vous donne la parole pour 2 minutes. Vous avez écouté les uns les autres. Vous avez certainement plus qu'un commentaire à faire.
Monsieur Francis, je crois que mes compatriotes Sindika et Alexandre devront avoir de l'humilité de nous écouter, dans ce sens que nous avons l'avantage d'être au pays, de parler les réalités de nos doigts par rapport à ceux qui apprennent, à ceux comme eux qui apprennent ça à distance et qui disent dans les journaux, alors que les réalités sont vécues par nous-mêmes ici au pays. Donc la question du mandat du chef de l'État ne se pose plus. Sa volonté soupçonnée de vouloir s'éterniser au pouvoir ne se pose plus, puisqu'il le dit clairement, même s'il le dit que les communicateurs sont incapables de le dire. Mais nous l'avons dit plusieurs fois, je ne sais pas en quel terme ils veulent qu'on le dise. Nous l'avons déjà dit que le chef de l'État sera respecté de la Constitution et qu'il va être dans le respect des mandats prévus par la Constitution. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Plusieurs fois. Aujourd'hui, il dit qu'il doute des élections. Lorsqu'il dit qu'il doute des élections, il n'est pas premier. Et je crois que c'est aussi son droit le plus légitime. Il y a d'autres comme eux qui ont douté des élections de 2006, mais qui se sont rendus compte que ces élections étaient organisées. D'autres également en 2011 ont douté de la capacité de Joseph Kabila et de sa majorité présidentielle de pouvoir organiser les élections en 2011. Oui. Ils se sont ravisés finalement, ils ont compris que c'était une réalité. Donc ce n'est pas un problème. Le changement de la loi... Mais cette fois-ci, il n'a pas pu organiser les élections pour cette... doit savoir que le parti politique ne change pas la loi électorale. La loi électorale est débattue au Parlement, c'est le Parlement qui vote la loi électorale et qui l'a fait promulguer par le chef de l'État. Mais quant à ce qui concerne les stratégies à l'interne d'un parti politique, il n'y a personne qui peut interdire ça à qui que ce soit. Son mouvement citoyen mène les mêmes stratégies comme le parti PPRD. Donc le partage des gâteaux, ce n'est pas un problème aujourd'hui puisqu'il y a des élections qui règlent la question et à ce moment-là, il n'y a pas un problème de partage des gâteaux. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est plus que lui syndic avec son mouvement citoyen. Et notre ami Alexandre avec son rassemblement. Ils ont voulu qu'on partage le pouvoir pendant cette période jusque le jour où il y aura élection. Ah oui? Et lorsque nous partageons ce pouvoir pendant ce temps, nous sommes en dehors de la Constitution puisque rappelez-vous, M. Francis, que le Premier ministre devait en principe appartenir à la famille politique qui a des grands nombres de députés à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et lorsque le secrétaire général du PPD rappelle ça comme une stratégie politique, ce n'est pas un problème. Merci. Ça ne peut pas être compris comme tel. Et je dis toujours que l'avenir de tout un pays ne peut pas être pris en otage à cause du sort d'un seul Congolais, même s'il se trouve en Europe et qu'il ne peut pas rentrer, ou il est prisonnier avec un débat autour des prisonniers politiques ou prisonniers des droits communs. Je crois que le chef de l'État, il est là, puisqu'il y a le point 3.2.1 de l'accord deuxième tiré, qui confirme que bien qu'étant à la fin de son mandat, le chef de l'État doit rester au pouvoir jusque le jour où il y aura l'installation effective du président qui sera... Merci de donner... Article 70, alinéa 2 qui le dit, c'est aussi l'accord signé avec l'opposition en son point 3.2.1 qui confirme deuxième tiré que le chef de l'État doit rester en fonction, donc ça ne dépend pas de la volonté de quelqu'un. On vous réinvitera, Dieudonné Moïse, à une transition. Dieudonné... C'est une rêverie, c'est anticonstitutionnel, c'est un putsch constitutionnel, c'est même contre l'accord. Vous savez que nous sommes tributaires du temps qui est imparti à cette émission. Merci beaucoup. Merci de donner, merci. On vous réinvitera évidemment pour une autre émission consacrée à la RD Congo. Ne faut pas m'en vouloir, hein. C'est voilà. Il faut lui dire, mais c'est cesse de véhiculer les mensonges comme ça. Voilà, quelques secondes quand même à tous pour faire une conclusion provisoire forcément. Rapidement, Alexandre qui est dit. Oui, je vais dire à M. Mouenze, je vais lui répondre, cesse de véhiculer les mensonges. Honte à toi dans tout ce que tu dis, puisque le Congo est là. Il ne peut plus vous répondre là, parce qu'il faut pas l'apostropher. Si, je vais lui dire que les auditeurs doivent entendre. Parce que M. Mwanza se permet de dire des choses qui sont des contre-vérités terribles. Oui. Comme si, là, il s'appuie sur les accords nous a dit. Alors que ces accords-là n'ont jamais été appliqués. Parce que nous, l'Église catholique, quand il est sorti a fait sortir le peuple dans la rue, c'est pour que ces accords-là soient appliqués et applicables. Mais là, qu'est-ce que nous voyons? Rien n'est fait. On nous envoie dans un calendrier qu'ils ont préparé, et même en va-vite, à la fin de l'année de 2018. Toujours vers la fin de l'année, pour lui permettre de vivre une année encore de plus. Nous disons non. Nous, ce que nous voulons, que Kabila, s'il y a élection, Kabila doit partir, qu'il ne soit plus là, que les élections soient préparées et conduites par quelqu'un que la société civile choisira afin de gérer ce pays-là jusqu'à cette période. Merci beaucoup, on n'a plus de temps, j'avais encore quelques questions à vous poser, messieurs. Christophe Rigaud, j'aurais voulu parler avec vous de cette information, parlant d'un blocage par la France et l'Espagne d'une résolution de l'Union européenne condamnant les répressions des manifestations du 31 décembre dernier. Est-ce que ce blocage est confirmé ou pas? Rapidement, Christophe Rigaud.
Alors on peut pas vraiment dire blocage, mais quand on lit la déclaration de l'Union européenne, on la trouve effectivement très très molle par rapport à la répression très très forte qu'il y a eu le 31 décembre. Donc c'est vrai que la France à l'ONU, je dirais, manie le bâton, mais ensuite il y a aussi des intérêts économiques et visiblement il y a la carotte de Total notamment. Voilà. Tout à fait. On a l'impression que le business français en RDC est en train d'aller en ce moment à contre-courant de l'histoire en cours dans ce pays, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bien entendu, c'est la fin de l'émission. Sénéca Dokolo, merci d'être venu. Merci beaucoup de votre invitation. Oui, vous êtes le fondateur du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Merci Alexandre Kiedi, représentant en France de l'UDPS. Merci encore à Christophe Rigaud, directeur du site d'information africarabia.com. Et nous étions au téléphone depuis Kinshasa avec Dieudonné Mouenzé, communicateur de la majorité présidentielle. C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée par Hélène Bizio. Vous pouvez la réécouter dès ce soir en podcast sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Prenez grand soin de la beauté des choses. Le Grand Débat avec Francis Laloupeau, c'est également sur africa1.com.